vous avez... Oui, je vais introduire. Donc, nous allons commencer par l'exposé de Claire Coleman qui va vous parler des complications des grossesses monocordiales. Ça a été pendant longtemps la seule intervention chirurgicale prénatale qui avait montré son intérêt avec le niveau de choc et celui de l'étude randomisée, et qui est devenu l'état d'art dans la prise en charge de ces complications des grossesses monocordiales. Et donc Claire Coleman est en charge de ce qui était le centre maladie rare dans notre service, le centre maladie rare des grossesses monocordiales compliquées. La politique des centres maladies rares a fait que tout d'un coup, on a jugé que ça n'était plus une maladie rare, donc ça n'est plus un CMR, mais ça reste un centre de référence bien connu. Donc, bonjour, merci de l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de la prise en charge des grossesses monocordiales compliquées et notamment particulièrement du syndrome transfuseur-transfusé. Donc, pour rappel, le syndrome transfuseur-transfusé, c'est la complication la plus fréquente concernant les grossesses monocordiales, puisque c'est entre 10 et 20% de ces grossesses qui vont se compliquer d'un syndrome transfuseur-transfusé. En fait, c'est une maladie qui est liée au placenta. Il existe des communications vasculaires entre les deux systèmes vasculaires des fœtus qui sont systématiques dans ces grossesses, mais lorsqu'il y a un déséquilibre de ces anastomoses, ça entraîne un syndrome transfuseur-transfusé, et ceci lié à un transfert volumique d'un fœtus à l'autre, qui va entraîner un déséquilibre hémodynamique. Donc, ce déséquilibre hémodynamique va entraîner un fœtus donneur qui va se mettre en hypoxie, en hypovolémie, qui va donner à son cojumeau, qui va lui se mettre en hypervolémie, et donc qui va augmenter sa diurèse et son liquide amniotique. Et le fœtus donneur, lui, va diminuer sa diurèse, se mettre en ischémie, et diminuer son liquide amniotique. Le diagnostic est échographique, et on peut facilement, grâce au suivi échographique de ces grossesses, faire ce diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé. Donc voilà des photos de placenta injectées où vous pouvez visualiser les différentes anastomoses. Donc il en existe 3 types. D'abord les superficielles, qui ont des flux bidirectionnels, qui sont soit artério-artérielles, soit véno-veineuses. A priori, les artério-artérielles seraient plutôt protectrices du syndrome transfuseur-transfusé. Et puis vous avez les anastomoses qui sont profondes, qui elles sont artério-veineuses, et qui, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment compensées par les artério-artérielles, vont entraîner un syndrome transfuseur-transfusé. Donc l'histoire naturelle de ces syndromes transfuseur-transfusés est assez défavorable, puisqu'il y a plus de 90% de mortalité périnatale liée à la rupture de la poche des os, liée à des morts fétales, aux fausses couches, à la prématurité. Et il y a aussi une morbidité neurologique importante, qui est entre 15 et 50% selon les séries. Donc les options thérapeutiques qu'on a, c'est soit l'expectative, mais on a vu que l'histoire naturelle n'est pas favorable à cette option thérapeutique. La naissance, lorsqu'on est dans des termes acceptables pour celle-ci, surtout dans la balance bénéfice-risque liée à la prématurité. L'amiodrainage, qui consiste à aller évacuer le liquide amniotique qui est en excès dans la poche du fœtus qui est receveur, donc qui est en hydramnios. Mais ce traitement est quasi que symptomatique. On va évidemment évacuer le liquide, donc ça va diminuer la pression sur le col, le risque d'accouchement prématuré, le risque de rupture de la poche des os. Il y a peut-être une petite part d'effet thérapeutique, puisque ça lève certaines anastomoses superficielles qui vont être comprimées, mais en tout cas, on ne va pas traiter la maladie et traiter ce problème d'anastomose déséquilibrée. Et puis, il y a la coagulation fétoscopique des anastomoses placentaires au laser, dont je vais vous parler. Et en dernier recours, lorsqu'on pense que définitivement on n'arrivera pas à sauver les deux fœtus, on peut proposer une interruption sélective de grossesse, c'est-à-dire préserver un fœtus par rapport à l'autre. Donc la coagulation fétoscopique consiste en fait à aller avec un laser coaguler ces différentes anastomoses entre les deux vascularisations et donc artificiellement faire une dichorionisation de ce placenta qui est monocorial pour que chaque fœtus récupère son territoire vasculaire propre.
Donc il y a eu un essai randomisé qui a été réalisé en 2004 qui a permis vraiment de mettre en lumière le succès de cette thérapeutique où les patientes qui présentaient un syndrome transfuseur-transfusé ont été randomisées soit dans le groupe amyodrainage, soit dans le groupe laser. Et il a été montré très rapidement que dans le groupe laser, on avait une augmentation significative de la survie périnatale, de 76%, une augmentation significative du terme d'accouchement qui passait de 29 à 33 semaines, et une augmentation significative aussi de la survie à 6 mois sans anomalie neurologique. Donc depuis cette étude randomisée, le laser est vraiment devenu le traitement de référence pour ce syndrome transfuseur-transfusé. Alors, en quoi consiste la procédure opératoire? Donc, on est évidemment au bloc en stérile. On utilise une colonne endoscopique, un fétoscope semi-rigide qui est entre 1,2 et 2 mm. On a ce fétoscope qui a soit courbe, soit droit en fonction de la localisation du placenta. Si le placenta est postérieur, on utilise un fétoscope droit. S'il est antérieur, on utilise un fétoscope courbe, avec un double canal où on peut mettre la fibre laser qui est de 0,6 mm et qui va nous permettre d'aller visualiser la surface du placenta et coaguler ces anastomoses. C'est une intervention qui se fait soit sous anesthésie locale assistée. La plupart du temps, on essaye de le faire sous anesthésie locale assistée par rémifentanil. Lorsque les patientes sont vraiment gênées, on peut les faire sous rachianesthésie. Mais l'anesthésie locale assistée permet d'avoir des suites opératoires qui sont plus rapides. Ensuite, on effectue un repérage échographique. On fait une incision, donc on va mettre l'introducteur au niveau de la poche donc du receveur, celui qui est en hydramnios. On met d'abord une aiguille d'amyosynthèse, puis on met dedans un guide souple qui va nous permettre de guider l'introducteur de Seldinger. Et ensuite, sur ce guide, on va mettre l'introducteur de Seldinger. C'est un introducteur qui est entre 7 et 10 French, en fonction de la taille du fétoscope qu'on va choisir, en fonction du terme de la grossesse. Et donc, on va d'abord effectuer une amyo-infusion avec du sérum physiologique chaud qui va encore augmenter la quantité de liquide, mais qui va nous permettre aussi d'éclaircir ce liquide pour mieux visualiser le placenta. Et une fois qu'on a fait cette amyo-infusion, on va pouvoir introduire le fétoscope pour visualiser la surface du placenta. Donc, toute cette procédure s'effectue sous contrôle échographique. Vous voyez que là, on voit en échographie l'amyo-infusion, on voit le sérum physiologique chaud qui passe dans l'introducteur, dans la poche du fœtus receveur, donc celui qui est déjà en hydramnios. Et donc voilà, là on rentre le fétoscope et on va pouvoir visualiser, toujours en contrôle double et endoscopique et échographique, visualiser la surface du placenta et pouvoir aller coaguler ces anastomoses. L'intervention en elle-même, elle dure environ 15 à 20 minutes. Et ensuite, une fois qu'on a terminé l'intervention, on va amyodrainer. Amyodrainer pour retirer, le sérum physiologique chaud qu'on a amyo-infusé en début d'intervention, mais aussi pour effectuer l'amyodrainage, comme le traitement qui était fait avant le laser, et pour soulager la pression utérine liée à l'hydramnios chez le fœtus receveur. Donc, au cours des années, il y a eu une modification des techniques opératoires. Tout d'abord, on a fait les techniques non sélectives, c'est-à-dire qu'on allait voir au bord de la membrane tous les vaisseaux qui passaient entre le fœtus receveur et le fœtus donneur, et on allait coaguler tous ces vaisseaux le long de la membrane. Le problème en faisant ça, c'est qu'on coagulait certains vaisseaux qui n'étaient pas forcément responsables d'anastomose, et donc on avait un risque de surmortalité du fœtus donneur, puisqu'on coagulait plus que besoin. Ensuite, on a fait la technique sélective qui consiste à aller visualiser exactement le lieu des anastomoses correspondant à un équateur vasculaire et à aller coaguler chacune de ces anastomoses de façon indépendante. Donc là, vous voyez en fétoscopie, c'était la technique, ce qu'on appelle non sélective. Donc vous visualisez à gauche la membrane qui est le repli blanc. Et donc on voyait les vaisseaux qui passent à travers cette membrane. Et on va coaguler avec la fibre laser que vous voyez à midi, coaguler tous les vaisseaux qui passent de l'autre côté de la membrane. Ensuite, la technique sélective, où là, on va spécifiquement aller regarder le territoire vasculaire de chacun des fœtus et aller repérer la zone où il y a des anastomoses entre ces territoires vasculaires et repérer chacune des anastomoses et les coaguler une à une tout le long du placenta.
Alors bien évidemment, il y a des complications qui sont liées à ce traitement, notamment il y a des risques de fausse couche, des risques de rupture des membranes, d'hématomes rétroplacentaires, puisqu'on va coaguler une surface sur le placenta, des risques de récidive lorsqu'on n'arrive pas à coaguler toutes les anastomoses, les TAPS post-opératoires qui sont des twin anemia polycythemia syndrome qui sont liés à une petite anastomose résiduelle qu'on n'a pas vue pendant l'intervention et qui entraîne une anémie chez un fœtus et une polyglobulie chez l'autre. Et puis il y a aussi des risques de brides amniotiques. Donc on a essayé encore de développer plus la technique pour diminuer ces complications et augmenter la survie de 2 fœtus. Et à partir de 2012, la technique de référence est devenue la technique de Solomon, en fait, qui correspond à une coagulation sélective, comme je vous ai montré sur la précédente vidéo, mais en plus, on va aller coaguler l'équateur vasculaire complet, c'est-à-dire qu'on va relier chacune des anastomoses d'un bord à l'autre du placenta pour pouvoir complètement artificiellement, en fait, séparer ce placenta et éventuellement pouvoir coaguler certaines anastomoses qu'on ne verrait pas avec la caméra du fétoscope et qui, comme ça, seraient à peu près sur la ligne des anastomoses. Donc c'est exactement la même technique que je vous ai montré avant, sauf qu'on va partir d'un bord du placenta et on va tout coaguler entre ce bord à l'autre et en reliant les anastomoses entre elles par un trait de coagulation, et ça de chaque bord du placenta. Alors cette technique, elle a permis de prouver, et sur des études et aussi sur notre série à Necker qui est de 1300 patientes, que ça a permis de réduire certaines complications post-opératoires, notamment moins de récidives. On est passé d'un taux de récidive de 7 à 2%, moins de TAPS, de Twin Anemia Polycythemia Syndrome, où on est passé de 10 à 5%, et assez nettement une augmentation de naissance vivante de 2 fœtus, qui est passée à 63%. Mais avec cette technique, on s'est aussi rendu compte qu'on avait une augmentation du taux de rupture des membranes avant 32 semaines. Avant, on n'avait que 20%, on est passé à 36%. Du coup, on a eu aussi des naissances plus prématurées, en moyenne d'1 semaine de ces fœtus, qui passaient de 32 semaines d'aménorrhée à 31 semaines d'aménorrhée, et aussi une élévation du taux de morbidité neurologique à 28 jours, puisqu'on a plus de ruptures prématurées, on a plus de risques de choriamniotite, plus de risques de naissance prématurée, et tout ça est cause de morbidité neurologique chez les enfants par la suite. Donc en conclusion, on a une évolution des techniques en 15 ans avec quand même une amélioration du taux de survie de 2 enfants. On a permis d'améliorer et diminuer certaines complications post-opératoires, mais il nous reste un vrai problème sur cette chirurgie, c'est l'augmentation du taux de rupture des membranes, le risque de choriamniotite et d'accouchement prématuré qui ont des risques de complications neurologiques chez ces enfants, et on pense vraiment qu'il y aura un axe de recherche sur ce risque de rupture prématurée des membranes pour améliorer cette chirurgie et améliorer le taux d'accouchement, le terme d'accouchement et le pronostic de ces enfants. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, Dr. Millet, comment expliquez-vous l'augmentation des ruptures prématurées des membranes avec le mouvement? Comment ça se fait, ça? Alors, pour plusieurs raisons. Soit on a justement plus de double survie, donc plus de grossesse qui se prolonge et donc plus de ruptures, alors qu'avant on avait plus de décès in utero et donc on n'avait pas le temps de voir ces ruptures. Soit parce que la technique en elle-même coagule plus, du coup est un peu plus longue et on aurait peut-être plus de ruptures des membranes liées à ce geste qui est un petit peu différent en termes de temps et de coagulation. Parce qu'on va du coup d'un bord à l'autre du placenta et parfois on peut être un peu vélamenteux sur ces coagulations. Quelle est la période idéale, je n'ai peut-être pas bien saisi dans votre exposé, où on fait cette intervention? Alors, ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est que ça a vraiment un bénéfice avant 26 semaines. Au-delà de 26 semaines, la procédure commence à être plus compliquée parce que les fœtus sont plus gros, parce que le territoire vasculaire est plus important, parce qu'on est quand même gêné. C'est une chirurgie in utero, mais c'est une chirurgie du placenta. Par contre, les fœtus ne sont pas endormis et ils viennent régulièrement attraper le fétoscope et plus ils sont gros, plus ça peut être gênant et du coup la technique opératoire peut être plus compliquée. Donc ça nous arrive d'opérer plus tard que 26 semaines, mais ça dépend de la situation clinique, ça dépend de comment est positionné le placenta et comment on envisage si la technique est réalisable ou pas. En tout cas, on essaye
de le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, comme la technique de référence au-delà de 26 semaines reste l'amiodrainage, dans ce cas-là, on va au moins mettre le fétoscope, regarder, on y arrive, on essaye, on n'y arrive pas, on amiodraine et on s'en va. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Et la fréquence de cette anomalie? De la pathologie, Oui. entre 10 à 20% des grossesses monochoriales. Donc c'est quand même assez fréquent sur ces grossesses-là. Ça fait combien par an? Nous, sur Necker, on en a à peu près... C'est une grossesse sur 2000, donc il y en a à peu près 400 en France et on en traite 150. Oui, à peu près. Les autres? Il y a d'autres centres, puisque lorsqu'on a pu établir ce centre par Gérard, il y avait un réseau de centres de compétences. Donc il y a combien de centres maintenant? Une dizaine. Une dizaine de centres en France qui peuvent prendre en charge plus près de chez elles, c'est facile. Merci Claire.